Nous pouvons commencer. Donc, là, vous avez la fiche de la journée d'études. C'était donc d'un cours sur les communautés à l'épreuve. C'est donc le nom du cours. Le cours étudie les différents types de communautés, communautés de métiers, communautés culturelles, communautés nationales, face à des épreuves. Voilà, d'où le titre communauté les communautés à l'épreuve. Pour vous donner un exemple, moi qui est dans mon sujet d'étude, les mineurs ont formé une communauté professionnelle marquée par un fort corporatisme syndical, notamment parce que leur syndicat n'a été intégré à la CGT qu'en 1908, c'est quand même assez tard, parce que la CGT a été formée dès 1895, et a intégré une grande majorité des syndicats. En 1908, c'est quand même assez tardif pour intégrer la CGT. Et même après cette intégration, le syndicat des mineurs au sein de la CGT a toujours gardé une forte autonomie et un fort corporatisme dans ses luttes. Ensuite, parce que les mineurs avaient un sentiment d'identité, de former, mais d'avoir un métier à part. Ils ne se considéraient pas comme, pendant longtemps, les mineurs ne sont pas considérés comme ouvriers, mais comme mineurs. C'était une catégorie à part. Et puis, voilà, les conditions de travail étaient différentes, surtout les conditions au fond. Et il y avait aussi une identité culturelle, une identité de vie, parce qu'il y avait avec les corons et tout, dans les grandes cités minières, ils vivaient un peu en autarcie, avec leur propre commerce, leur propre lieu de sociabilité, tout ça. Et c'est une communauté qui a été confrontée à des épreuves. Il y avait les épreuves de la dureté du travail, des accidents, les luttes contre les directions, mais également l'épreuve du déclin du charbon, qui a été pour les mineurs du charbon, pour cette communauté, une épreuve difficile. Donc pour vous donner un peu un exemple de ce qui peut être étudié. Alors ça, on ne l'a pas étudié dans le cadre du cours, mais à partir du cours, j'ai réfléchi moi-même à est-ce que du coup je pouvais intégrer du coup mon sujet d'études, mais notamment on s'est pas mal intéressé du coup aux communautés d'esclaves. Et là, c'était le thème de cette journée d'études. Donc, la journée d'études commençait par, on va zoomer un peu pour que vous puissiez me lire, l'intervention donc avec Pauline Ismar le matin, qui n'est pas 10h15, c'est ça, Pauline Ismar, qui a dirigé donc l'ouvrage que vous pouvez voir ici. Oui, donc je vais juste faire Windows Capture pour mettre par-dessus. Voilà, Windows Capture. Donc ça, c'est l'ouvrage en question. Je vais vous mettre en plus gros. Les mondes de l'esclavage. C'est un ouvrage collectif qui a rassemblé des articles écrits au total par une soixantaine d'historiens. 50 articles au total. Chaque article étudie une situation particulière de l'esclavage dans un pays ou dans un temps donné. Parce que l'esclavage est quelque chose de multiple en fait. On a l'esclavage que nous on a, qui a été pratiqué par l'Occident pendant toute la période de la colonisation, les traites négrières, tout ça, qui est la première forme d'esclavage auquel on pense. Et il y a l'esclavage gréco-romain, qui avait, déjà, quand on dit esclavage gréco-romain, c'était pas une particularité unique, hein, c'était aussi entre les Grecs et les Romains, il y avait des différences, et entre chaque cité grecque, il y avait des différences. Et au sein de l'esclavage romain, il y a eu des différences, des variations au cours du temps. Mais disons, voilà, entre ce type d'esclavage et l'esclavage de la traite négrière, il y a déjà de grosses différences. Il y avait des esclaves très riches et très puissants, très influents durant l'Antiquité gréco-romaine. Ce qui n'était pas le cas dans la traite négrière. Donc, c'est une différence. Et puis, il y a l'esclavage, les différentes formes d'esclavage qui ont été pratiquées en Afrique, les esclavages qui ont été pratiqués en Asie. Et en fait, du coup, sur ce thème d'esclavage, on réunit différentes situations différentes qui ont été traduites par esclavage, parce que chacun avait leur mot pour se définir dans leur pays d'origine. Salut Emaza, comment vas-tu? Comment vas-tu ce soir? Donc, ils avaient ces différentes conditions d'esclavage. Comment on fait pour réunir tout ça sous le terme esclavage? Alors, la première chose à laquelle on va penser, c'est la question de propriété. L'esclave, c'est un individu qui est la propriété de quelqu'un d'autre ou d'une communauté. C'est vrai que ça peut paraître assez simple de définir ainsi. Je vais bien, merci. De définir ainsi l'esclavage. Cependant, on se rend compte qu'il y a une limite. C'est que dans pas mal de sociétés, la femme est vue, considérée comme « Bonsoir Maïssa, comment vas-tu » ou « Maïsia, comment vas-tu » Donc l'esclave est considéré comme
non, la femme, elle est considérée comme une propriété de son père puis de son mari. Pourtant, à aucun moment, que ce soit à l'époque, son statut est considéré comme équivalent à celui des esclaves, et à aucun moment, on met le mot d'esclavage dessus. Je vais bien aussi, merci. Donc, la question d'être la propriété d'un autre ne suffit pas. Paul Linismar a avancé l'idée que l'esclave était quelqu'un aussi qui était privé à la fois de ses liens de citoyenneté, de ses liens politiques, de ses liens familiaux. La femme est, certes, dans certaines sociétés considérée comme une propriété, mais dans le cadre d'un lien familial. L'esclave, non. Alors certes, le lien familial avec ses parents esclaves, on fait souvent l'esclave du maître de ses parents, mais c'est le lien avec le maître qui prime et pas le lien familial. Donc c'est un élément qui permet de définir, mais ça montre bien la difficulté de définir en fait un phénomène qui a existé dans plein de civilisations différentes, à des lieux différents et à des époques différentes, et qui donc a des diversités. Et ça, en fait, on peut retrouver ça sûrement je suis sûr, dans d'autres circonstances. Ensuite, il a aussi évoqué un point sur cette diversité des formes de l'esclavage, c'est qu'il y a des situations que nous, on a traduit comme esclavage aussi pour des raisons géopolitiques, on va dire. Notamment parce que lorsque les Français ou les Britanniques colonisaient un endroit où il se pratiquait une forme qui pouvait ressembler à l'esclavage, c'était pratique pour les Français et les Anglais notamment d'appeler ça esclavage, puis de l'interdire pour dire regardez, on est venu, on a aboli l'esclavage. Et donc parfois, on pouvait essayer de regrouper des choses encore plus variées là-dedans pour dire on a aboli l'esclavage, là des fois où c'était des choses qui parfois pouvaient peut-être plus ressembler au servage par exemple. Ensuite, il y a la question de société esclavagiste ou société à esclaves, avec la différence d'une société où il y a des esclaves ou une société qui repose sur l'esclavage, où son fonctionnement s'appuie sur l'esclavage et qui ne peut pas fonctionner sans elle. Et notamment, il y avait une théorie comme quoi il n'y aurait eu que 5 sociétés esclavagistes, la Rome, la Grèce, le Brésil jusqu'à du coup en 1888 l'abolition, les Antilles britanniques et françaises et les USA avant là aussi l'abolition de l'esclavage. Et donc la question de savoir du coup, est-ce que c'était que ces 5 sociétés qui étaient des sociétés esclavagistes ou est-ce qu'on peut élargir? C'était un débat également. L'ouvrage étudie aussi ce que fait l'esclavage sur la société, sur divers plans, et il a donné par exemple l'exemple des logiques de genre, qui peuvent aussi du coup, comment les genres et perçus dans une société peuvent être influencés, même si ça paraît être deux choses différentes, par l'esclavage. Une société esclavagiste est profondément impactés par l'esclavage et dans tous ces aspects peuvent être du coup influencés par cette chose-là. Ensuite, l'autre aspect du coup, donc après il a encore à nouveau parlé encore une fois un peu du coup, de l'ouvrage. Le cœur de son exposé, c'était son ouvrage. En faisant des points sur des aspects de l'ouvrage, mais le fil directeur, c'était comment l'ouvrage était construit, quel était son but, notamment le fait que le but de l'ouvrage n'est pas de montrer des lois universelles de l'esclavage, même si la question de comment on définit l'esclavage était posée, donc de trouver un élément universel, mais le but premier aussi était de montrer que à travers tous les éléments qu'on appelle esclavage, en fait, voilà, il y a une diversité de choses, il y a des particularités différentes, et c'était voilà, de mettre en avant aussi ces différences qui sont un peu gommées par le terme commun. Et ouais, pour lui, quand même, ça a été une difficulté à construire ce livre. C'était un gros travail, puisque nous fallait réunir 60 historiens différents de 15 pays différents. Alors, même si une majorité parlent français ou anglais, quelques-uns d'autres parlaient d'autres langues. Donc, c'était comme un gros travail de réunir ces différents historiens, de les mettre, de trouver les différents du coup, sujets d'articles, de les faire écrire, et ensuite d'obtenir du coup les articles et ensuite de les traduire aussi, parce que du coup il faut que l'ouvrage après soit en français et il a aussi été traduit en anglais. Donc oui, pour vous donner aussi une idée, du coup, Pauline Ismar, c'est lui. Bon, moi je l'ai vu avec un masque, mais sinon c'est lui.
Et d'ailleurs, cet ouvrage a aussi, du coup, de sa sortie il y a quelques temps, aussi attiré la polémique parce que forcément, dès qu'on parle de l'esclavage, il y a des polémiques politiques avec la question, déjà la question euh, de rappeler que voilà, il n'y a pas eu que l'esclavage, la traite négrière, et donc certains utilisent le fait qu'il y a eu d'autres sociétés esclavagistes, notamment en Afrique, pour dire ah oui mais non mais notre esclavage c'était pas très grave, les autres ils l'ont fait aussi. Donc il dit que oui clairement le but de l'ouvrage c'est pas de défendre cette thèse-là. Hein. La traite transatlantique a quand même été quand même un des principales formes d'esclavage en termes d'importance. Et mais du coup aussi de l'autre côté, il y a eu des gens qui ont peur que ça soit utilisé dans ce but-là. Notamment il y a Jean-Marc Ayrault qui est ancien Premier ministre et qui est assez engagé sur la question en tout cas, de la reconnaissance de l'esclavage et qui l'a reçu pour discuter avec lui. Et en fait, il n'avait pas eu l'ouvrage et il s'est inquiété après la sortie de l'ouvrage du contenu de l'ouvrage, mais sans l'avoir lu. Bon, c'était un groupe, après c'est un pavé, hein, ça se lit pas en 3 jours, hein, clairement pas, je l'ai eu entre les mains. J'aurais dû vous prendre une photo de l'ouvrage pour que vous ayez un peu une idée de la taille, mais c'est un sacré pavé. Je sais pas s'il y a des images de l'ouvrage où on voit le nombre, l'épaisseur de l'ouvrage. J'ai pas l'impression, parce que souvent on montre plus les couvertures, mais pour l'avoir eu entre les mains, c'était un sacré pavé. Ensuite, qu'est-ce qu'il a abordé Oui, aussi les différences qui peuvent exister au sein des formes d'esclavage et parfois même au sein de la même forme d'esclavage. Une différence importante, c'est la structure de la propriété esclavagiste. C'est-à-dire, est-ce qu'on a beaucoup de petits propriétaires ou peu de grands propriétaires? Et ça, c'est des choses qui peuvent impacter, notamment la possibilité d'abolir l'esclavage. Par exemple, si on a une société où quasiment tous les citoyens possèdent un ou deux esclaves, abolir l'esclavage, c'est priver tous les citoyens de quelque chose qu'ils considèrent comme leur propriété. Ça peut être beaucoup plus difficile. Alors que s'il y a peu de gros propriétaires, c'est moins de gens qui vont être impactés. Par contre, c'est des gens plus puissants qui peuvent aussi faire plus pression pour empêcher l'abolition de l'esclavage. Donc, on voit que dans les deux sens, c'est quelque chose qui a un impact. Il montre aussi qu'en Grèce, il y a eu probablement dans plusieurs cités, notamment à Athènes, une démocratisation de l'esclavage. C'est-à-dire qu'on est passé dans une situation où l'esclavage, il y avait une poignée de propriétaires et où ça s'est étendu à plus de propriétaires. Ce qui a du coup fait que cette société de la Grèce, la société athénienne, est devenue une société esclavagiste parce que l'esclavage s'est démocratisé. C'est bizarre comme terme, mais voilà. Ensuite, il a abordé aussi la question de l'esclavage pénal. C'est-à-dire quand une personne est condamnée à devenir un esclave. C'est quelque chose qui a existé un peu dans la plupart des sociétés à esclaves ou esclavagistes. Ça pouvait exister de manière minoritaire, mais ça existait. Il y avait des cas où c'était plus répandu, notamment en Chine. Il y a eu le cas aussi aux États-Unis où après l'abolition de l'esclavage, il semblerait du coup que l'esclavage pénal n'était pas aboli et qu'en théorie, on pouvait encore être condamné à devenir un esclave. Mais il fallait que ce soit une décision de justice. Ce n'est pas plus l'esclavage plus gratuit d'avant ou par achat. C'était par des décisions de justice. Et là, il y a deux types, du coup, globalement, d'esclavage pénal. Celui où on condamne la personne à devenir l'esclave de ses victimes, des personnes ou de la partie adverse en tout cas. Donc c'est une sorte de réparation. Et il y a une autre forme qui est là où l'esclave n'est pas en fait la propriété de quelqu'un, mais plus une propriété, on va dire, de l'État, même si ou du souverain. Mais en tout cas, il est condamné à travailler, par exemple dans les mines. Souvent dans les cas, c'est condamné à travailler dans les mines. Il n'était pas payé, c'est du travail forcé, non rémunéré, et donc une forme d'esclavage à vie dans ces cas-là, et globalement une vie qui va être assez courte parce que les conditions sont très difficiles. Mais sans du coup que tu sois la propriété techniquement de quelqu'un. Il a aussi dit que oui, il y a eu la question du coup des autres formes de travail forcé, notamment les camps de concentration où on faisait travailler les gens. Les camps aussi, tout ce qui est bagne et tout, où il y a eu du travail forcé, les galères. Tout ça, c'est pas abordé dans l'ouvrage, mais il dit qu'en effet, c'était des questions qui pouvaient rentrer dans cette question de l'esclavage pénal. Mais ça n'avait pas été intégré. L'ouvrage essaye aussi du coup de s'intéresser pas non seulement du coup à une vision extérieure de l'esclavage, c'est-à-dire comment les maîtres
et la société perçoit les esclaves, mais aussi de comprendre comment les esclaves perçoivent leur situation. Mais je dis bien essayer parce que c'est compliqué pour la raison très simple, c'est qu'on a peu de sources là-dessus. Les esclaves ont laissé peu de sources. Alors, autant dans certaines formes d'esclavage, notamment en Grèce, en Rome, comme je vous l'ai dit, où il y avait des esclaves qui pouvaient être importants, ils pouvaient laisser des écrits, ils pouvaient parler, mais ils ne pouvaient pas forcément dire tout ce qu'ils voulaient. Et puis, ça représentait que des cas particuliers d'esclaves. La grande majorité d'esclaves n'ont pas pu laisser de traces. Et même lorsqu'on avait des témoignages qui étaient réunis sous la question des esclaves, souvent, ça a été fait par des abolitionnistes, donc par des gens extérieurs qui sont parfois certes allés chercher leurs témoignages, mais on les a par leur biais, pas un témoignage direct de la part des esclaves. Donc tout ça fait que cette volonté d'essayer d'avoir le point de vue aussi des esclaves eux-mêmes a été compliquée. Il dit aussi qu'il y a des aspects du coup, qui n'ont pas pu être abordés, soit par la simple raison, c'est que comme ils se sont limités à 50 articles, il y a des cas qui ont été survolés, notamment tout l'esclavage qu'il y avait sur le continent américain. Il n'y a que 2 ou 3 articles, une poignée d'articles qui revient sur l'esclavage sur le continent américain, alors que là aussi c'est un sujet extrêmement vaste. Donc déjà cet aspect a fait restreindre les champs d'études. Il y a eu parfois aussi donc, des désaccords avec les auteurs sur la forme à prendre, sur le travail collectif, qui ont fait aussi que certains articles n'ont pas pu être faits. Et puis parfois aussi parce qu'il y avait, comme je vous l'ai dit, parfois des problèmes de source qui ont fait que certains sujets n'ont pas pu être traités. Il a évoqué évidemment la loi Taubira, qui est une loi, donc la loi sur la reconnaissance de l'esclavage, qui forcément, dans le cadre de son travail, de cet ouvrage, il a été confronté, en disant que globalement, en fait, cette loi n'est pas... Alors, parce qu'à l'époque, certains ont craint qu'il y aurait un aspect liberticide de cette loi, que ça empêcherait les historiens de pouvoir faire le travail qu'ils souhaitaient sur l'esclavage. Globalement, non. Les historiens peuvent faire leur travail. Et lui, en tout cas, considérait que globalement, c'est une loi qui a eu un effet plutôt positif. Il y a eu la question qui a été posée de qu'est-ce qu'il en était dans d'autres pays. Alors, il n'était pas du tout spécialiste de la question, mais que de ce qu'il en savait d'autres pays, notamment la Grande-Bretagne, là-bas, la reconnaissance de l'esclavage est faite sans passer par un processus légal. Donc, le passer par la loi n'est pas forcément une nécessité. Ça dépend vraiment du contexte. Voilà, donc ça, c'était grosso modo pour l'intervention de Paul Ismar, de manière assez résumée, à partir de 2 minutes. Évidemment, voilà, il a fait que survoler le sujet. Son ouvrage, comme je vous dis, fait plusieurs centaines de pages. Donc, évidemment, il ne pouvait pas tout... Voilà, mais c'était au moins pour nous donner une idée donc, de la méthode, de ce que l'ouvrage souhaitait faire, et de nous montrer un peu un aperçu de la richesse du sujet et de sa diversité. Après, Et après, on a eu l'après-midi, un autre temps l'après-midi, du coup, dans cette journée d'études. Alors, je vous remets le truc de journée d'études, et je rezoome un peu pour que vous puissiez mieux voir. Boop, voilà. Ensuite, donc, on a eu des interventions de nos enseignants. Donc, la Natividad Planas, qui est donc, elle, en spécialiste de société moderne, en Méditerranée 16e et 17e siècle, elle, surtout, elle a l'air d'avoir plutôt étudié les questions de l'Espagne, vu ce qu'elle nous a parlé, que ce soit dans ce cadre-là ou en cours. Ensuite, Laurent Lamoine et Stéphanie Maillot, qui eux sont des antiquisants. Et ça, c'était un peu le point négatif que j'ai vu, c'est que l'Antiquité a quand même une place très importante dans cette journée d'études, alors que les gens qui étaient dans le cours des communautés à l'épreuve, on est en fait à aucun qui est antiquisant. C'est du médiéval, de la moderne, de la contempo, ceux qui du coup ont pris ce cours-là. C'est vrai que la plupart des antiquisants sont plus partis vers l'archéologie en formation que la formation histoire même. Donc on a peu d'antiquisants en master d'histoire. En tout cas à Clermont-Ferrand. Et du coup, voilà, j'ai trouvé ça un peu mal choisi, du coup, en sachant que ça adressait à un public où l'Antiquité n'était pas présente et où c'est donc pas la matière qui intéresse le plus, de faire la majorité de ton truc là-dessus. Évidemment, l'Antiquité l'abordait, pas de souci. Mais du coup, laisser complètement de côté du coup, la médiévale et la contempo, alors que ça aurait intéressé plus de gens, j'ai trouvé ça dommage. Et le truc aussi, c'est qu'après, donc il y a eu des interventions sur... alors à chaque fois, c'était des études de cas bien spécifiques, notamment soit le cadre d'un procès d'un esclave d'Afrique, enfin espagnol, je veux dire,
d'un mort en Espagne qui était esclave. Le cas d'esclaves aussi de la Grèce antique. On a le cas d'un esclave qui maudit des personnes dans le cadre du divin et qui suscite réellement de l'inquiétude en face et qui montrait ainsi que l'esclave pouvait agir par le biais du divin parce que devant les dieux, il y avait une sorte d'égalité qui se faisait. Donc ça, c'était dans l'essai pour de montrer quels étaient les moyens d'action des esclaves, comment l'esclave peut agir malgré sa condition, donc par le cadre du divin. Alors évidemment, par le cadre du divin, c'est, à moins qu'on puisse considérer que les dieux romains et grecs existaient, c'est une intervention symbolique, mais qui dans les mentalités d'époque semblait avoir de l'effet. Et l'autre intervention, c'était sur le cadre d'un procès d'un esclave qui s'était fait voler l'argent qu'il avait mis de côté pour pouvoir se racheter son affranchissement. Alors, là, je vais vous avouer, bon, c'était pas les parties les plus intéressantes. Et puis en plus, c'est parti après sur un débat de spécialistes entre 3 enseignants, chercheurs, doctorants, enfin, des profs qui ont passé leur doctorat, profs de fac, donc qui sont leur doctorat en ancienne, sur cette question-là. Alors, nous les étudiants, aucun d'entre nous n'a étudié, n'est spécialisé en ancienne, c'est vrai que ce débat d'experts, ça nous a un peu assommés. Alors, intéressant, hein, mais pour après venir y participer, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? On n'a pas le niveau. Du coup, c'est vrai que ça a un peu limité la possibilité d'échange dans la suite. Même la moderne s'est retrouvée du coup un peu oubliée dans ce débat d'experts entre anciennes. Et au final, ça a été 90% de l'ancienne en fait cet après-midi. Et l'histoire ancienne, c'est intéressant, mais là, on était vraiment sur le débat de spécialistes voilà, je trouvais que à ce niveau-là, ça avait été mal géré. Ça a été mal géré. Et ouais, les études de cas spécifiques, c'est un peu intéressant, c'est quand même. Autant rentrer dans les détails, ça intéresse les spécialistes, mais après, ouais, c'était pas. Là-dessus, j'ai préféré la matinée à l'après-midi au niveau de cette truc. Et donc après, la partie table ronde, du coup, c'était justement la partie questions face aux 3 conférences, mais qui du coup était plutôt un débat d'experts. Et puis après, une petite conclusion, et puis ils nous ont libérés. Donc, pour conclure, je dirais, ouais, clairement, l'intervention de Pauline Ismar était clairement intéressante. Et c'est un ouvrage, je pense par contre, je serais très intéressé de le lire à l'occasion. Après, faut que j'ai le temps parce que je vous le dis, c'est un pavé. Est-ce que je vais essayer de vous trouver le nombre de pages pour vous donner un peu une idée de la taille de la chose. 1168 pages. Bon, après, évidemment, il y a beaucoup dans le lot de bibliographie, notes de bas de page, tout ça. Mais c'est-à-dire qu'on peut estimer qu'il y a 1 millier de pages de développement. Voilà. Ça se lit pas. Ça prend son temps quand même à se lire. Surtout que c'est le genre de lecture, il faut ça. Tu le dévores pas, par exemple, comme je peux dévorer de la littérature de fantasy, du fantastique, tout ça. Non, là, il faut l'assimiler. Donc ça prend son temps. Et j'ai pas le temps de passer 2 semaines à lire ça et à pas lire autre chose pour mon mémoire. Actuellement, je peux pas. Mais à l'occasion, par la suite, oui, c'est un ouvrage comme d'autres que j'ai dans ma liste des ouvrages à lire quand je serai plus en recherche. Ah oui, désolé. Voilà. Excusez-nous. Voilà, donc ici, voilà, donc je vous l'ai dit, 1168 pages, une trentaine d'euros. Bon, ça va, je suis sûr qu'on le trouve en occasion, on peut l'acheter pour pas cher. Pour un livre de cette taille, c'est plutôt pas cher. J'ai trouvé des livres qui étaient plus petits, mais qui neufs valaient 50 balles, parce qu'ils étaient plus rares. Et voilà. Là, ça va. Donc, mais oui, ça, c'est dans la liste des ouvrages à lire quand je serai plus en train de faire de la recherche. Pareil, dans ces catégories de ces ouvrages-là, il y a une histoire populaire de la France. C'est l'histoire populaire, moi, c'est un domaine qui m'intéresse quand même pas mal. Tant l'histoire des mineurs, c'est un cadre de l'histoire populaire. C'est un temps du peuple, mais qui est donc voilà cet ouvrage. Attends, c'est celui-là. Ouais, c'est ça, des luttes et des rêves. En plus, voilà, avec les questions de 1685 à nos jours, avec la question des luttes aussi. Moi qui suis très intéressé par tout ce qui est lutte sociale, évidemment, ça c'est un livre qui va m'intéresser. Mais pareil, c'est un pavé que j'ai
Alors lui, c'est vrai que ça s'approche un peu plus de mon sujet, donc peut-être que j'aurai l'occasion de le lire. Non, c'est pas celui-là, celui-là c'est de la guerre de 100 ans à nos jours. De Gérard Noiriel. De Gérard Noiriel, il y a un de ses livres que j'attends, c'est... Mince, du coup je disais oui, c'est les ouvriers dans la société française. De... oui, de Gérard Noiriel. Donc voilà, excusez-moi, j'étais en train de... Est-ce qu'il y a les informations sur Sinon oui, ça c'est un livre, voilà, 1008 pages, donc pareil, c'est un gros pavé, mais que je pense que ce livre-là, je pourrais éventuellement l'intégrer dans ma recherche. Il y a moyen parce que oui, histoire populaire, oui, ça rentre. Après, c'est un beau pavé aussi, mais peut-être cet été, je pourrais me le lire cet été. Une vingtaine d'euros, oui, ça va. Parce qu'il y a aussi la question des budgets, hein, parce que c'est vrai que si je lis 3 livres par mois, par exemple, en entier, c'est quand même un minimum. Lire en entier, plus les articles en ligne et tout, bah, ça peut vite venir monter à plus de 50 balles par mois. Et ça fait quand même un budget, on a beau dire, quand t'es étudiant, ça pique, hein, ça peut vite piquer. Et quand en plus, il y a certains livres qui de base coûtent 50 balles, là, tu montes encore plus vite. Et si en plus, il y a des livres que tu n'as besoin que pour un passage, et donc du coup, tu en as besoin encore plus, parce que tu vas en lire encore plus vite, puisque tu lis que certains passages, ben, tu montes vite à gros budget. Donc, c'est le souci. Sinon, en parlant de livres, les livres que j'ai reçus du coup aujourd'hui, peut-être que je vais pouvoir vous les montrer. Mais pour ça, il faut que je me le transfère. Parce que j'ai la photo sur mon téléphone. Il faut que je fasse le transfert. Non mais, téléphone, excusez-moi. J'ai arrivé, ne vous inquiétez pas. En tout cas, voilà, tant que je cherche ça, n'hésitez pas si vous avez des questions du coup sur ce que je vous ai dit là, sur la conférence, enfin la journée d'études, la conférence, l'ouvrage, il y a peut-être des questions, parce que moi-même j'ai fait un résumé, donc il y a peut-être des choses que je peux vous développer si vous avez des questions. Voilà, les livres que j'ai. Tac, envoyer. Voilà, maintenant je télécharge. Il faut que je bouge sur Facebook pour la récupérer. Par contre, c'est la photo que j'ai prise est un peu floue. Oui, attends, je n'ai pas une autre moins floue. Attends, oui, j'ai celle-là qui doit être moins floue. Oui, voilà. J'avais la photo la plus floue. Ah non, mais je suis con, je l'ai aussi sur Discord cette photo. Je suis bête. Puisque je l'ai envoyé, d'ailleurs pour les gens qui sont aussi sur le Discord, vous l'avez vu. Ah bah voilà. Je m'embête à me la renvoyer alors que je l'ai déjà sur la télécharge sur l'ordi et je vous la montre. Là. Image. Oui, ajouter une source. Une autre source, ajouter une source. Parcourir. J'arrive, hein, l'image arrive. C'est juste que j'aurais dû vous le préparer avant, mais c'est vrai que j'avais pas pensé forcément vous montrer. Hop là. Oui. Terminé, voilà, normalement vous l'avez. Voilà. Sur mon bureau. Donc on a muséologie. Parce que vu que moi je vais devoir aussi m'intéresser à la question de quelle mémoire de la mine aujourd'hui, et que un des éléments principaux aujourd'hui où cette mémoire s'incarne et qui la fait vivre, c'est le musée de la mine. Donc, m'intéresser à ce musée. Donc l'histoire de ce musée, mais aussi du coup pouvoir intégrer les formes de ce musée, les pratiques de ce musée, le rôle de ce musée,
dans les formes, les pratiques et les rôles des musées dans le monde et à travers le monde. Donc, je dois me renseigner aussi sur le sujet. C'est un sujet que j'ai pas énormément travaillé. Donc, lire des ouvrages dessus, musée, muséologie. Petit ouvrage de 110 pages. Hein. Celui-là, c'est comparé aux autres qui font 1000 pages. Voilà, c'est petits joueurs. Lui, c'est les petits joueurs. Enfin, non, 120 pages, voilà, c'est ce qu'il faut rajouter. Mais c'est 110 pages de développement et 120 pages au total à peu près. Voilà, petit ouvrage tranquille. J'en ai lu la moitié aujourd'hui. Ça va. Ensuite, on a un équilibre perdu. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire le reste du titre parce qu'il n'est pas extrêmement lisible. On va essayer de zoomer plus pour que vous puissiez voir, mais ouais, il n'est pas très visible. Évolution démographique, économique et culturelle du monde paysan dans le Cantal au XIXe siècle. Et ça, pour moi, ce qui est intéressant, c'est parce que Champagnac et Ide, à l'origine, c'était un monde agricole, un monde paysan, qui a été bouleversé par l'arrivée de la mine. Et si je veux étudier comment ce monde a été bouleversé par l'arrivée de la mine, je vais aussi m'intéresser à ce monde. Comment était ce monde avant? Comment ce monde évoluait pendant? Pour comparer les deux. Donc, cet ouvrage me servira à cela. Ensuite, on a un ouvrage sur la mine de Messé, qui était donc une autre mine de charbon de la région auvergnate. Et pareil, celui d'à côté, c'est sur Saint-Éloi-les-Mines. Ces ouvrages-là et un autre que je vais essayer d'avoir, mais qui est pour l'instant pas disponible, mais qui donc reviennent sur les autres mines de la région, c'est pour avoir des outils de comparaison. Parce qu'il faut. Les mines auvergnates, c'est un sujet peu étudié. Quand on se renseigne sur l'histoire des mines en France, on a notamment le bassin du Nord-Pas-de-Calais qui est bien développé, le bassin Lorrain aussi, un peu Carmaux, un peu de Casseville, et le bassin auvergnat est très peu évoqué. Donc il faut quand même un peu avoir une idée de ce qui se passait ailleurs en Auvergne pour comparer. Aussi parce que j'aurais des éléments sur la manière comment les houillères d'Auvergne ont géré leurs mines. Et donc comparer la gestion dans ces mines à celle de Champagnac par le même gestionnaire. Et voir comment dans ces mines qui sont aussi des endroits ruraux auvergnats sont développés avec l'activité minière. Et pouvoir ainsi du coup réintégrer la mine de Champagnac dans un cadre plus large, national mais également régional. Et en plus, ça permet aussi de voir qu'est-ce qui a été écrit ailleurs et de le comparer du coup à qu'est-ce qui a été écrit à Champagnac, là aussi pour la question de la mémoire. Et ce qui est intéressant, c'est celui de Messé, il a été écrit par Jean Battu, qui est un historien. Alors, lui, c'est pas un historien de base, mais il a fait une formation d'histoire par la suite. Il a passé sa thèse en histoire en 2009. Alors qu'il est né, alors de mémoire, il est né en 43 ou 33, j'ai un doute. Mais il devait avoir 60 ou 70 ans. Jean Battu. En plus, je crois qu'il a une page Wikipédia, je crois, Jean Battu. Jean Battu. Voilà. 1933, mais c'est du coup sur la mine en question. Donc voilà, il a passé sa thèse. Donc il a été syndicaliste, enseignant, il était à la base instituteur. Donc il avait déjà une formation à la semaine. Et il a passé donc sa thèse qu'il a publiée en 2009. Sa thèse, oui c'est ça. Voilà, thèse universitaire, l'itinéraire d'un militant d'un instituteur socialiste nivernais, thèse de doctorat, direction Jacques Giraud, professeur émérite 2009, Université de Paris 13, et qui a donc passé ça en 2009, donc il avait 76 ans. Passer sa thèse à 76 ans, voilà, il faut être motivé. A plus Emma, A plus. Et il a écrit plusieurs ouvrages sur François Mitterrand, la gauche et l'éducation, François Mitterrand nivernais, donc il s'est intéressé à François Mitterrand parce qu'il était une dent plutôt socialiste, beaucoup écrit sur aussi un peu le Liban, Géorgie, et puis Messé, souvenir d'un fils de mineur, parce que lui-même du coup est fils de mineur. Il a grandi à Messé à l'époque de l'activité minière, il a été fils d'un mineur, donc c'est un domaine qu'il connaît en tant qu'individu, et qu'il a pu aussi étudier en tant qu'historien, puisqu'il a la formation d'historien, même s'il l'a fait sur le tard. Donc c'est un peu une figure un peu originale, hein. C'est pas un historien de base, mais c'en est devenu un, et quand il a travaillé dessus, c'est un historien, mais il y a un lien aussi émotionnel avec le sujet. Par contre, j'ai pas encore commencé à lire son livre, là actuellement du coup je lis le livre muséologie, et après je pense que je vais pas le lire tout de suite parce que je vais emprunter la thèse de Roland Trampé sur les mineurs de Carmaux. Thèse pareil d'un millier de pages, rien que ça. Sur donc mineurs de Carmaux, donc
ça me donnait aussi un autre exemple de travail de monographie locale sur des mines, ce que je vais faire avec mon travail. Excusez-moi. Mais en plus, c'est un ouvrage, même s'il est assez ancien, il a des années 80, qui fait encore référence. Elle a fait un travail monumental, qui est encore aujourd'hui considéré comme un travail de référence en termes de monographie de mines. Même si mon travail, évidemment, est moins ambitieux, parce que moi, c'est un travail de mémoire, elle, c'était une thèse. Donc, voilà, évidemment, il y a un écart. Mais lire sa thèse me sera utile. Mais comme ça fait 1000 pages, ça va me prendre un peu de temps. Et après, je me passerai, je pense, à un des autres 3 ouvrages, plus celui de Gérard Noiriel, du coup, comme ça me fera 4 ouvrages en attente. Bon, moi, j'aurais pas besoin de recommander avant un petit moment. C'est l'avantage de l'emprunt. Alors, autant les livres empruntables sont limités parce que dès que tu arrives sur des sujets très spécifiques, tu as plus de mal à trouver ce qu'il te faut. Mais c'est quand même assez pratique pour ce genre d'ouvrage qui, sinon, s'achèterait à prix d'or. Voilà. Ben écoutez, donc, vous voulez juste voir si vous avez des questions. Je vous laisse le temps de poser des questions si vous en avez sur du coup la conférence ou sur ce que je vous ai dit là sur les ouvrages. Et en attendant, je vais voir pour faire un petit raid chez quelqu'un d'autre. Mais il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. Si, attends, c'est Jeanne qui est sur mon Discord. Bon, il fait rien en rapport avec l'histoire, mais bon, tant qu'à faire, c'est quelqu'un qui est sur le Discord, autant envoyer chez lui. Il fait du GTA, voilà. Si vous aimez le jeu vidéo, vous pourrez toujours aller faire un tour chez lui et puis lui passer un coucou. Juste encore. J'attends quelques minutes avec le décalage et puis ensuite, je vous dis bonne soirée. Et on se retrouve dimanche prochain pour un live politique. Et oui, c'est vrai qu'il y a l'attaque des titans qui reprend. Est-ce que je ferai pas aussi un live mais ça peut-être plutôt le lundi. Plutôt le lundi, parce que le dimanche, c'est ma journée où je parle d'actu politique. Et le temps que je regarde l'attaque des titans après, ouais. Je pense que lundi, je ferai être un petit live hors sujet, mais hors sujet, voilà, sur le dernier épisode de l'attaque des titans qui sera sorti. Ça peut, parce que c'est un animé que j'adore. Et ça peut faire un petit truc différent et voir peut-être que ça va intéresser. Alors, je sais pas s'il y a des gens qui regardent l'attaque des titans ici, mais sinon ça intéressera peut-être un nouveau public. Et ce sera l'occasion aussi de leur dire hey, coucou, l'histoire aussi c'est bien. D'ailleurs, le 9 janvier, pour la sortie de la nouvelle saison d'Attaque des Titans, on mettra une publication sur la page Facebook sur le navire de guerre, le cuirassé japonais, le Mikasa. Parce que du coup, Mikasa était le nom d'un cuirassé japonais. Donc je me suis dit, je vais me renseigner sur l'histoire de ce cuirassé, quand il a été fait, dans quel cadre il est servi, qu'est-ce qu'il est devenu après. Donc pour l'occasion, je sors ça dimanche. Bon, bah écoutez, bonne soirée à tous, et donc à dimanche en stream, à samedi sur notre très intéressant comme sujet, bonne soirée, des bisous. Ben écoute, merci et bonne soirée à toi aussi, et voilà, et puis n'hésite pas à repasser l'un des prochains lives, ou même à venir sur le Discord, je sais pas si t'es déjà sur le Discord, mais voilà, qu'on a l'histoire d'apprendre, et puis sinon, voilà, sur nos différents réseaux, et au plaisir de se recroiser pour discuter d'histoire. Alors, oui, il faut maintenant lance le raid, mais il faut le temps que 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Au revoir tout le monde.